Comment libérer votre optimisme? L'optimisme, valeur très importante. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre pendant ce webinaire et merci à ceux qui vont suivre le replay. Nous avons deux intervenants de très grande qualité, M. Jean-Philippe Ackermann et M. François Michalon. Notre voix off est M. Michel Cavard. Notre journaliste de cœur, c'est aussi notre chef d'orchestre. Michel, c'est à toi. Bonsoir, bonjour messieurs et bonsoir. Bonjour messieurs, c'est vrai, Bon, alors François Michalon, je vais être très synthétique là, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Vous conseillez les entrepreneurs, les décideurs, vous les libérez de leur charge mentale et émotionnelle dans laquelle ils sont, hélas, limités et enfermés. Vous êtes également le fondateur de Motivation Première, cabinet d'experts, conférencier AFCP, et vous êtes l'auteur de Burnout, le vrai du faux, avec le docteur Ali Abdeji, urgentiste qu'on voit très très souvent sur nos antennes et sur les antennes, et du docteur Alain Delabo. Je voudrais vous poser une question quand même. J'ai peut-être oublié quelque chose, j'ai sûrement oublié des choses, mais tout à l'heure, on va reparler de votre parcours. C'est ça la nouvelle émission, le nouveau webinaire. J'ai vu pourquoi vous avez donné le terme de optimisme, alors que là, nous allons libérer notre optimisme, mais vous mettez optimisme. Pourquoi ? Je vois, Michel, que vous êtes perspicace et que vous faites attention aux détails. Effectivement, l'optimiste est déjà pris et repris et bien utilisé et employé par des spécialistes, dont Jean-Philippe Ackermann. Je me suis un peu démarqué avec ce concept des webinaires en les appelant optimistes. Pourquoi ? Bien parce que pour moi, c'est le côté up, c'est-à-dire on se libère. Voilà. Et c'est en se libérant qu'on peut arriver à atteindre autre chose. Donc, le côté up me plaisait bien et c'est pour ça que je l'ai employé, tout simplement. Bon, merci de cette précision, François Michalon. Jean-Philippe Ackermann, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous savez, je suis très très content de vous recevoir dans ce webinaire parce que je suis votre actualité, ô combien elle est dense votre actualité. Alors, je vais faire comme François, je vais faire une présentation synthétique pour la bonne raison que je vous le dirai dans quelques instants pourquoi. Jean-Philippe Ackermann, conférencier optimisme AFCP. Vous mettez de l'optimisme au cœur de votre management pour plus de confiance et de performance. J'ai noté, j'ai plein de pages que j'ai écrites, vous en doutez, mais vous avez plus de 35 ans d'expérience de chef d'entreprise en tant que chef d'entreprise. Vous êtes également un ancien de l'université. Moi, j'ai noté aussi que vous avez 300 conférences à votre actif, c'est quand même impressionnant, que vous faites du management d'entreprise, que vous faites des conseils pour optimiser nos retraites, optimiser nos finances. J'en dis pas plus. Pourquoi ? Parce que dans quelques instants, vous allez voir, mesdames, messieurs, vous les internautes très fidèles, qu'on va faire quelque chose que j'ai jamais fait pour la bonne raison que, alors Jean-Philippe Ackermann, vous n'avez jamais rencontré François Michalon. Vrai ou faux ? Et ça, c'est la beauté du Covid et du confinement. En fait, on ne se connaissait pas avec François il y a encore quelques mois, quelques semaines. Et puis, on communique tous les deux assez régulièrement sur LinkedIn. Puis un jour, il y a eu une interaction. Et nous, on a créé avec des amis une plateforme qui s'appelle Millésime. Et ça nous plaisait bien ce qu'écrivait François, ça nous plaisait bien ce qu'il disait. Et on lui a demandé d'intervenir pour animer un webinaire chez Millésime. Et vraiment, on a adoré ce qu'il a dit. Et puis voilà, puis maintenant, on travaille presque ensemble. C'est vraiment fabuleux. Et c'est ça, l'optimisme, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Et vraiment, avec François, tout de suite, on a su s'adapter à ces conditions qui sont parfois compliquées. Avant de passer la parole à François Michalon dans quelques instants, donc, si j'ai bien compris, vous ne connaissez pas du tout le parcours de François Michalon. Ah non, je ne connais pas du tout le parcours, à part que je sais qu'il fait beaucoup de choses sur le burn-out, mais c'est tout ce que je sais de lui. François Michalon, même question, donc vous allez conforter mes propos. Donc, c'est sûr, vous ne connaissez pas non plus Jean-Philippe Ackermann et son profil, son parcours. Michel, je me demande enfin même Jean-Philippe, je me demande si on ne s'est pas trompé d'émission. Ça me fait penser au jeu de la vérité de Patrick Sabatier, là. Non, bonjour Patrick Sabatier, très bon animateur quand même. Oui, non, mais très bien. Non, alors donc, je réponds à ta question, Michel. Non, je ne connais pas Jean-Philippe, je ne l'ai jamais rencontré, je le vois comme je le vois là, mais j'en sais pas plus, si ce n'est que c'est le boss de l'optimisme. Vous allez en savoir plus dans quelques instants, ça c'est ma petite surprise du chef. Mais au fait, je parle de la surprise du chef, j'en ai une pour vous. Un petit scoop que je vous prépare, c'est très court. Ça fait 1 minute 32. Pourquoi ? Parce que je fais les pontons du Vendée Globe en ce moment
dans ce magnifique village qui fait rêver, quoique en ce moment c'est un peu difficile. Et là, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Le groupe Apicil, ce sont la protection sociale, c'est une mutuelle, et le groupe Apicil est partenaire de Damien Seguin. Damien Seguin, écoutez bien, ça va vous parler, vous les optimistes, c'est le premier skipper handivoile, je dis bien, qui est né sans main gauche et qui va faire le tour du monde en solitaire le 8 novembre 2020, c'est le départ du Vendée Globe. J'ai interviewé cette dame, c'est Marilyn, l'une des conseillères, mais il y avait une dame qui était là, une visiteuse qui était là, et vous allez voir, on va tout à fait être dans le cadre de l'optimisme. Écoutez bien. Toujours croire à l'impossible. Tiens, c'est bien ça, croire à l'impossible. Puisque l'impossible n'existe pas du tout. Exactement. Donc il faut optimiser, il faut positiver. Là. Toujours, c'est la vie. Optimiser, c'est l'essentiel. C'est pour arriver à son choix, à son but. Voilà. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas et qu'il aille le plus loin possible. Tout à fait, au quotidien. On doit augmenter chaque jour son niveau de résilience et avancer quoi qu'il arrive. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est la joie de vivre de Damien et qui transmet justement aux enfants, aux ados, aux adultes, à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut y arriver, peu importe si on est valide ou justement si on a un handicap. Le tout, c'est d'avoir la volonté de réaliser ses rêves. Quel message, monsieur François Michelon, vous qui faites les webinaires sur l'optimisme le vendredi, qui vient à 14h30, vous êtes... Et c'est la ligne de conduite du groupe Apicil avec Damien Seguin, d'être toujours positif. Peu importe le contexte, il faut toujours se lever avec le sourire et se dire que c'est une nouvelle journée qui commence et tout peut arriver. Sur la positive attitude, avec le sourire de Damien à nos côtés, on peut qu'avoir le sourire tous les jours. Commentaire, Jean-Philippe Ackermann. Le commentaire, c'est qu'en fait, tout est possible. Tout est possible à partir du moment où j'ai un rêve et à partir du moment où son rêve, j'en fais vraiment une destination, j'en fais un focus, j'en fais quelque chose qui me lâche plus. Et on s'aperçoit que souvent l'impossible, c'est nous, quoi. C'est nous qui nous mettons des barrières, mais qu'on peut aller très, 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 très loin. Et toutes ces personnes qui ont des handicaps nous montrent qu'on peut vraiment faire des choses fabuleuses si on en a envie. François Michelon, ça vous parle, 7 minutes 30 de commentaires comme ça? Oui, je dirais que là, en fait, l'émission, elle est terminée, quoi, parce que là, on vient de se prendre, je ne vais pas dire une grande claque, mais une belle leçon de la part de Damien. Et ça me permet, une fois de plus, de démontrer ce que je fais souvent auprès de ma clientèle, c'est dire, ne voyez pas vos faiblesses, voyez vos forces. Et à partir de là, on peut faire de grandes choses. Voyez également la volonté, parce que ce garçon, ce jeune homme, je ne sais pas, la volonté qu'il a. Vous imaginez le handicap pour se retrouver seul sur un bateau au milieu d'un océan par moments déchaîné. Moi, je dis respect. Donc, la volonté, l'envie de vivre, l'envie de démontrer que c'est possible. Parce que comme disait Jean-Philippe, l'impossible, ça n'existe pas. Regardez, entre le possible et l'impossible, c'est juste c'est ce qu'on appelle un impossible, mais c'est un. Donc, il y a matière à réflexion avec cela. Tout est possible, dans la limite évidemment de nos possibilités, mais tout est possible. Alors moi, je lui dirais simplement à Damien, bon vent, mais on ira le suivre. Alors Jean-Philippe Ackermann et François Michelon, vous avez accepté cette règle du jeu que nous n'avons jamais utilisée dans aucun webinaire depuis le début de cette série. C'est-à-dire que chacun, vous avez le temps d'antenne un petit peu pour raconter votre parcours. Et je commence, vous êtes d'accord François, par Jean-Philippe Ackermann. Alors Jean-Philippe Ackermann, un parcours atypique, un parcours qui commence avec un bac G1, c'est-à-dire un bac où on peut être secrétaire dactylo. J'en dis pas plus, Jean-Philippe. Quel est votre parcours? Parce que François, je le vois, il est très attentif pour en savoir beaucoup plus sur vous. C'est ça la magie de ce webinaire. En fait, Michel, vous avez raison, j'étais un très, 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 très mauvais élève. Moi, j'ai pas dit ça. Hein. Non, mais sur mon bulletin de notes, toute ma vie, il y a eu peut mieux faire, peut mieux faire, peut mieux faire, peut mieux faire, peut mieux faire. Bon, et puis à un moment donné, plus personne ne me voulait et ma mère a trouvé une école qui me voulait, c'était un cours commercial, c'était à Valence, et il n'y avait qu'une section, c'était le bac G, et même les G3 m'ont pas voulu, les G2 m'ont pas voulu, il n'y avait que le G1 qui m'a dit, bon, on va le prendre parce que, bon, voilà, peut-être qu'il peut faire quelque chose, et G1, comme vous l'avez dit Michel, c'était à l'époque sténo, dactylo et correspondance commerciale.
Bon, ça a été 3 ans très agréables, je ne vous le cache pas, parce qu'on n'était que 3 garçons. Et il y avait 25 filles, donc ça a été parfait. C'était vraiment génial. Mais j'ai quand même beaucoup appris. Et quand je suis sorti, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire comme métier? Parce que les carrières qui s'ouvrent à toi, c'est secrétaire de direction, dactylo. Ce n'est pas des métiers que j'avais trop envie de faire. Et puis, je me suis dit, bon, il n'y a qu'un seul métier que je peux faire. Il n'y a qu'un seul métier, on ne va rien me demander. C'est chef d'entreprise. Et en fait, j'ai pris la décision très rapidement de devenir chef d'entreprise. Mais dans quoi? Je ne savais pas. Je voulais juste être chef d'entreprise. Et à 23 ans, je suis à Lyon, je fais des petits boulots, un peu dans l'immobilier, un peu dans l'assurance, comme ça. Et un ami me dit, écoute Jean-Philippe, je vais à Toulouse voir mon cousin qui a créé un magasin de sport. Je lui dis, écoute, j'ai rien à faire, je t'accompagne. Et à l'époque, il n'y avait pas l'autoroute entre Lyon et Toulouse, donc c'était un périple, quoi. Et on arrive à Toulouse, je vois ce magasin de sport, je me dis, quand même, c'est pas mal ça. Et son cousin dit à mon copain, à mon collègue, écoute, si vous voulez, il y a un magasin de sport qui est à Fleurance, dans le Gers. Je lui dis, est-ce que c'est loin? Non, c'est pas loin, c'est à 1h15, 1h30. Je dis, on y va. Et quand on est arrivé, je me suis dit, mais c'est quand même pas mal ça, j'ai bien envie de monter un magasin de sport. Mon camarade aussi, mais on n'avait pas d'argent. Donc le propriétaire est arrivé, on lui a dit, bon, on prend votre magasin de sport, mais on n'a pas d'argent. Il a dit, mais c'est pas grave, le banquier est à côté, c'est un ami, il va vous prêter de l'argent. Et il nous a prêté 50 000 francs. C'est comme ça qu'on est devenu chef d'entreprise à 23 ans, sans savoir ce qui allait nous arriver. C'est pas mal quand même. C'était bien. Donc on était contents parce qu'on était le seul magasin, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait des entreprises comme Grodin, Cassel-Formager, les Herbes Mességuet, tout ça, ça a très, très, très bien marché pendant 3 ans. Mais il y avait un petit problème, c'est qu'en face du magasin de sport, il y avait une boîte de nuit qui s'appelait le Lautrec. Et je me souvenais plus si parfois j'étais le propriétaire du magasin de sport ou l'actionnaire principal de la boîte de nuit. Je dois avouer que c'était un peu compliqué. Pas facile tout ça. Donc, il y avait des matins un peu difficiles avec des cernes. Bon, on ne faisait pas tout à fait le boulot qu'il fallait. Et au bout de 3 ans, ce qui arriva. Ce qui devait arriva. C'est qu'on a fermé le magasin. Alors, c'est un échec ou une expérience, on l'appelle ça comme on veut, mais ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris d'abord à créer une société, parce que c'était une SARL. Ça m'a appris à gérer une société et ça m'a appris surtout à fermer une société. Et fermer une société, c'est un acte managérial et il faut savoir le faire. Et j'avais fait en sorte qu'on soit propre, c'est-à-dire qu'on doive de l'argent à absolument personne. On en devait juste aux impôts, à l'URSSAF. Bon, ça, j'ai payé après pendant 2 ans tous les mois parce qu'on a eu un moratoire par le tribunal de commerce, mais on l'a fait propre. Donc, il fallait quand même que je trouve du travail à 26 ans. Et là, même si j'avais envie d'être chef d'entreprise, je me suis dit, je vais prendre la première chose qui arrive. Et j'ai eu la possibilité d'être embauché comme commercial à Avignon, dans une mutuelle, pour vendre des produits d'assurance santé auprès des entreprises. Bon, ma foi, ça a bien marché. 6 mois après, j'étais le directeur commercial. Et 6 mois après, à 27 ans, j'en étais le directeur général. Bon, ça a été une très super. Ouais. Super. En fait, quand le directeur général est parti, il est venu un soir dans mon bureau me dire, voilà, Jean-Philippe, je vais prendre ma retraite. Et moi, je me suis dit, tiens, si je ne postule pas, ils vont embaucher peut-être des personnes qui ont 40, 45 ans, 50 ans. Et moi qui ai 27 ans, je vais laisser passer ma chance. Et je me suis dit, mais c'est une belle opportunité d'au moins postuler. Et puis, si je suis recalé, je suis recalé. Mais je me suis dit, en plus, j'ai le profil, quoi. J'ai le profil pour manager une boîte de 75 salariés. J'ai un bac G1, j'ai fait faillite et j'ai jamais dirigé personne. Donc, je me suis dit, j'avais le profil pour le faire. Donc, j'ai envoyé ma lettre de motivation. Et puis, à ma grande surprise, quelques semaines après, ils m'ont nommé directeur général de la société. Bon, j'étais très content. On a fêté ça avec mon épouse. On est allé au restaurant. Et puis, quand le lendemain, je suis arrivé au bureau, j'ai compris pourquoi on m'avait nommé, parce que la société était pratiquement en faillite et qu'il s'était dit qu'il ne voulait pas débaucher quelqu'un de 40, 45 ans, que le petit jeune qui était là, peut-être qu'il ferait l'affaire, que s'il échouait, c'était dans des choses, mais que peut-être qu'il pouvait réussir. Et en fait, c'est comme ça qu'ils m'ont nommé.
Alors, Michel, voilà, moi, je me retrouve à la tête de cette société, 75 salariés, sans jamais avoir managé. Mais j'avais une conviction très forte. J'avais une conviction très, très forte. Et cette conviction, c'est qu'à 21 ans, j'avais compris, j'étais à l'armée en Allemagne, et j'avais compris, parce qu'il y avait eu un cas important, un décès qui m'avait touché, j'avais compris qu'on vivait qu'une fois. En fait, une seule fois. Et j'ai compris qu'on ne pouvait pas faire le chemin retour, c'est-à-dire que ce qui est dit, ce qui est fait est fait. Et parfois, vous voyez, Michel, François, on me pose la question, mais si tu devais refaire ta vie, qu'est-ce que tu referais de différent? Et je dis, je ne ferai rien de différent parce qu'en fait, je ne peux rien changer. Donc, je fais en sorte de toujours valoriser ce passé, de le rendre beau, de l'enthousiasmer, parce qu'on sait très bien que mon passé va conduire mon présent et va conduire mon futur. Et puis, quand je faisais le compte de l'espérance de vie, je me suis dit, mais on n'a que 30 000 jours à vivre, à peu près. Et quand tu as 21 ans, tu en as vécu à peu près déjà un peu plus de 7 000. Et donc, j'ai pris la décision à 21 ans d'être heureux le reste de ma vie. Une vraie décision, pas une décision comme ça, vous savez, oui, je veux être heureux, etc. Et j'ai compris que le bonheur, ce n'était pas une conséquence. J'ai compris que le bonheur, c'est un véritable choix. On en parlera peut-être tout à l'heure. Exactement. Et donc, quand je me retrouve à la tête de cette société, je me dis, le bonheur que tu t'es donné, si tu le donnais à tes collaborateurs. Alors, ce n'est pas le bonheur que j'ai donné, parce que le bonheur, c'est très, très personnel, mais j'ai voulu donner du bien-être à mes collaborateurs. On est en 1980, ce n'est pas la mode. Et donc, je voulais qu'ils soient heureux le matin de venir travailler. Je voulais qu'ils soient heureux le soir de partir, de dire qu'ils faisaient un super job. Et donc, j'ai mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui un management bienveillant, un management respectueux, un management où on écoute les personnes, un management où j'avais cette conviction aussi que ceux qui savent, c'est ceux qui font. Et je me suis dit que si je voulais redresser l'entreprise, il fallait que je discute avec les 75 salariés pour savoir comment ils faisaient leur boulot et quelles étaient, eux, leurs ressources pour s'en sortir. Et puis, j'ai pris une deuxième décision, c'est que je me suis dit que si j'arrivais tous les matins en faisant la tête, en ayant des paroles négatives, en étant en colère, je me suis dit, là, je savais que le résultat, je le connaissais. Et donc, j'ai pris la décision d'être optimiste. C'est à 27 ans que c'est arrivé pour moi. J'ai pris la décision de donner du futur, de donner de l'espoir, de donner toujours une vision positive de ce qui allait nous arriver. Et Michel, François, le miracle s'est accompli parce qu'en un an, je dis bien en un an, on a redressé l'entreprise. Et voilà. Et puis après, puisque ça avait marché avec ces deux convictions, que l'entreprise, la réussite passe par le bien-être des collaborateurs et l'optimisme des dirigeants, plus tard, j'ai pu créer un groupe de 350 salariés qui a un pignon sur rue. Bien sûr avec un peu plus de compétences managériales, mais surtout avec cette conviction du bien-être et de l'optimisme. Voilà. Et mon histoire dans les conférences, c'est pas une histoire de livre, c'est une histoire de vécu. Alors, 300 conférences, un très beau parcours. On vous a écouté, j'ai vu François Michelon avec beaucoup d'attention. Nous reviendrons après la présentation de François sur des thèmes, justement les clés pour libérer notre optimisme. Alors, François Michelon, maintenant vous avez entendu un petit peu l'exercice, entre guillemets, de Jean-Philippe Ackermann. Maintenant, c'est à vous, parce que Jean-Philippe, à son tour, est très, très impatient de connaître votre parcours qu'il ne connaît pas du tout. Alors, juste un commentaire sur le parcours de Jean-Philippe. J'ai vu souvent, vous avez acquiescé, quand on parlait d'échecs, de succès, d'expérience, vous êtes tout à fait d'accord. Je dirais que là, maintenant, d'un coup, on joue dans la cour des grands, quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je le disais d'entrée de jeu, nous avons un intervenant de très, très grande qualité aujourd'hui. Non, je comprends pourquoi il a le surnom du boss de l'optimisme. Ah oui. Oui, très intéressant, bien sûr, le parcours. Un mot qui est revenu très souvent, il a décidé. Oui. Décision, décider, c'est un mot qui est revenu, c'est certainement un des mots, un des verbes qui est revenu le plus souvent. Effectivement. Jean-Philippe l'a dit, François, il a dit le succès est une décision, n'est-ce pas, Jean-Philippe Ackermann? Ah oui, complètement. Oui, le succès est une décision. Oui. Après, certains qui nous écoutent pourraient dire, oui, mais moi, j'ai décidé et à un moment, j'ai dérapé ou j'ai loupé. Donc, il y aurait matière effectivement à revenir sur le sujet. Maintenant, mon parcours, si je le décris, en aucun cas je peux le comparer à Jean-Philippe parce qu'on a chacun une personnalité, chacun un parcours. On a néanmoins un point commun. Ce serait amusant d'ailleurs de connaître l'année auquel il a passé son G1. Moi, j'ai passé
je ne vais pas dire le niveau supérieur, mais le G3. Voilà. Oula. Voilà. Le G3, c'était gestion des entreprises. C'est vrai qu'à l'époque, j'y suis allé par choix, parce que j'ai décidé. Il est évident qu'à l'époque, la section G, c'était pas ce qu'était c'était pas le HEC, quoi. Ça faisait pas rêver. Mais non, moi, j'étais content, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, j'avais quand même un objectif en tête, c'était de faire mes propres affaires. Mais néanmoins, je viens du milieu de l'automobile. Mon père était concessionnaire auto. J'aurais dû reprendre la suite automobile, la concession, mais il y a eu des gros soucis de santé de la part de mon père. Donc, à un moment donné, je suis parti faire mes armes au sein d'une marque prestigieuse auto. J'y suis resté 1 an. Et au bout d'1 an, j'ai vu que ce n'était pas fait pour moi. Non pas les autos, non pas ces belles autos, mais la manière dont on me traitait, la manière dont on me considérait. Et je suis allé voir le boss, qui s'appelait Gérard, qui doit être maintenant décédé. J'ai dit, Gérard, vous êtes formidable, mais je vous tire ma référence et plus jamais je ne travaillerai pour quelqu'un. Et à partir de ce jour-là, c'est-à-dire que je devais avoir une 20aine d'années à peine, puisque j'ai eu le bac à 17 ans et demi, j'ai fait après l'école d'officier, et après j'ai fait ça, j'ai monté mes propres affaires. Donc, j'ai une expérience de vie extraordinaire, et quand je dis j'ai monté mes propres affaires, il est évident que quand vous démarrez sans un sou, à l'époque, j'ai pas eu la chance d'avoir une banque auprès de moi, eh bien, je suis parti faire quelque chose d'assez atypique, qui a fait bondir ma famille, qui a fait bondir mes grands-parents, je m'en souviens encore. Je suis parti faire les braderies de toute la France. J'ai pris une voiture, après j'ai pris un camion et j'ai fait toute la France, jusqu'à la Corse, etc. Je me suis régalé, j'ai vendu des produits, j'étais en contact direct avec le client parce que l'être humain m'intéressait, m'interpellait déjà quelque part. Et puis, de fil en aiguille, je n'allais pas passer ma vie sur les routes. C'était très, très intéressant, très formateur. À un moment donné, parce que j'avais quand même envie de construire des grandes choses, à un moment donné, j'ai pris le pli, je dirais, de vraiment l'entrepreneur, où là, j'ai commencé à investir, à avoir des bâtiments, des machines, du personnel, à importer les matières premières. J'étais dans tout ce qui était décoration. Je fabriquais des cadres photo, cadres déco, etc. Pour ceux qui se souviennent peut-être de ce moment-là, j'ai vécu la grande époque des calendriers de naissance. Ah oui. Mais extraordinaire. Plus d'autres produits. Enfin, j'ai souvenir, François. Voilà. J'ai souvenir. Donc, j'avais donc du personnel. Donc, ce qui veut dire entreprise, dit tout un tas de problèmes, puisque l'avantage quand vous êtes sur une braderie, vous prenez l'argent de suite. Quand vous commencez à rentrer dans une société, l'argent est à perte de vue. Certes, vous payez à tempérament, mais les clients, les fournisseurs, la grande distribution, c'est 90 jours fin de mois. Et quand vous êtes en pleine explosion commerciale, que vous avez des commerciaux qui vous ramènent du travail et de la production, il faut suivre. Donc, c'est compliqué. Donc, j'ai connu des grèves, j'ai connu des contrôles fiscaux, j'ai connu des dépôts de bilan, j'ai connu une ascension. Tout ça, je connais. Formidable. En même temps, je me suis amusé à faire de l'immobilier, puisque ça, héritage familial, en disant, mon fils, il faut que tu penses à ta retraite. Donc, si tu penses à la retraite, il faut immobilier. Moi, ce n'était pas du tout ma tasse de thé, c'était autre chose. Mon leitmotiv, c'était à 35 ans, j'arrête de travailler. Vous savez, il y a une phrase, une citation de Jean Delattre de Tassigny qui dit « Un optimiste, c'est un homme qui plante 2 glands et s'achète un hamac. » Donc moi, je me suis dit, je vais planter les glands, je m'achète le hamac parce qu'à 35 ans, j'arrête. C'est aussi simple que ça. L'image est belle, hein, l'image est belle. Oui, l'image est belle. Mais c'est la réalité. Donc, j'étais à la fois industriel, j'ai fait beaucoup d'immobilier. À côté de ça, parce que ça marchait bien, j'avais personne qui me disait, mais comment tu fais? Donc, j'ai commencé à donner des conseils. À l'époque, je ne les vendais pas, je les donnais. Donc, ceux qui en ont profité, tant mieux pour eux. Et puis voilà, et tout ça m'a emmené jusqu'à 35 ans. À 35 ans, j'ai tenu mes promesses. C'est-à-dire que j'ai arrêté. J'ai arrêté mes activités. La grande chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse, avec laquelle nous avons un magnifique enfant, enfin maintenant un grand ado. Et voilà l'histoire. Donc, j'avais une motivation, j'avais un rêve, j'ai pris la décision, pour reprendre le terme de Jean-Philippe, de dire je fais ça. C'était osé. J'allais employer un autre terme, mais c'était osé. Donc, je l'ai fait. J'étais très content. Et j'ai été très content également d'en sortir parce que je me suis aperçu que je m'étais enfermé.
enfermé dans le fait, à un moment donné, de sortir de la vie, qui est un torrent très, très rapide, très puissant. Et je me suis dit, tiens, je vais me mettre sur le côté et profiter de la vie, ce que nous avons fait pendant au moins 2-3 ans. Et puis, il arrive un moment où j'ai tourné un peu en rond et surtout, j'étais persuadé de pouvoir redémarrer quand je voulais. Vous savez, vous êtes optimiste. Et vous dites, bon, allez, quand je veux, je repars, j'appelle à droite, à gauche, de toute façon, je sais que je suis bon, j'ai confiance en moi, etc. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et à chaque fois, je partais avec enthousiasme. J'y croyais. Et boum, ça me ramenait sur le côté. Donc, je me prenais une claque. Et vous imaginez mon ego, mais comment est-ce possible? Ça ne va pas, etc. Ciel, mon mardi. Mais c'est très bonne expérience de vie. Très, très bonne expérience de vie, parce que souvent, j'en parle dans les conférences. Donc, tout ça pour dire que, à force, persévérance, chance, rencontre, je suis reparti dans la vie active et je suis reparti dans un domaine que je ne connaissais pas, qui était dans la finance. Il faut savoir que j'ai eu un parrain, un mentor qui m'a entraîné, qui m'a expliqué, etc. On a monté un cabinet de gestion patrimoniale qu'on a cédé il y a quelques années en arrière. Tout s'est très bien passé, très amusant. En même temps, je continue du conseil et en même temps, je me suis lancé dans d'autres entreprises parce qu'à la base, vous l'avez compris, je suis un entrepreneur. Donc, un entrepreneur, comme le dirait Jean-Philippe, mais on se prend des galins. On se prend, on tombe, on remonte, on repart. Des fois, c'est mieux, des fois, c'est moins bien. Mais on vit. On vit en se disant, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour être encore mieux? Parce que c'est le sel de la vie, ça. Donc, c'est mon aventure. C'est mon aventure. Et aujourd'hui, où je vous parle, eh bien, les conférences, eh bien, comme Jean-Philippe, on s'adapte. On les fait derrière une caméra et ça se passe bien. Et puis, ça nous ouvre de nouveaux champs. C'est ça d'être optimiste. C'est, comme me disait tout à l'heure Jean-Philippe, moi j'ai découvert Jean-Philippe il y a peut-être 4, 5 mois ou 6 mois. J'ai découvert, ils ont fait, j'estime, une plateforme extraordinaire qui est millésime.best, je crois, qui est pour les entrepreneurs, les décideurs, où il y a une qualité d'intervention. Évidemment, je suis intervenu, donc je ne peux pas dire le contraire. Et c'est un outil fabuleux, fabuleux. Donc, vous voyez que si le Covid n'était pas arrivé, on n'en serait pas là aujourd'hui à discuter. C'est là l'intérêt. Et surtout, je viens de publier une vidéo sur LinkedIn où je suis avec mon co-auteur, avec Ali Hajdi, le docteur Ali Hajdi. Ne vous laissez pas embarquer dans cette sinistrose, ne vous laissez pas embarquer dans tous les médias, dans tout ça. C'est terrible, c'est pathétique et ça va faire des dégâts, comme le disait le professeur Raoult. Il disait, mais ce qui va faire plus de dégâts, c'est cette situation anxiogène qui va être plus catastrophique que le Covid. Donc, et c'est pour ça que avec Jean-Philippe, c'est un autre point, on se rejoint, c'est le côté optimiste. C'est pas un côté bisounours. Non, c'est un état d'esprit. On va en reparler. J'arrête là. Alors, Jean-Philippe Ackermann, petit commentaire sur le parcours de François avant de parler justement, libérer votre optimisme, parce que j'ai noté chez vous que l'entreprise du futur est optimiste et on ne le sera pas, on ne le sera plus. Alors, Jean-Philippe, parcours de François, petit commentaire, qu'est-ce qui vous a interpellé? Moi, il y a 2 choses qui m'ont interpellé. D'abord, le bac à 17h30. Félicitations, parce que moi, j'avais 20 ans et demi. On ne le dira pas. Donc, félicitations. Et puis, la braderie, parce que quand j'étais gamin, j'avais une passion. Quand j'allais chez ma grand-mère qui habitait Belfort, j'allais faire les braderies, mais en tant que gamin, et j'avais des yeux comme ça, là, à regarder, là, et je t'en mets 2, et je t'en mets... oui, les posticheurs. La postiche, oui. Et si t'es pas content, mais je t'en rajoute encore, et tout. Je trouvais ça extraordinaire. Et je me demandais où il avait trouvé cette veste, François. J'ai compris. Mais Jean-Philippe, je rassure quand même, elle ne date pas de cette époque-là. Ah bon? Alors, là, je trouve absolument, c'est un webinaire hors norme, pas comme les autres, parce que là, il y a quelque chose d'autre qui se crée. C'est ça l'improvisation, c'est ça aussi d'être optimiste. Alors, Jean-Philippe Ackermann, vous voyez, je suis aussi l'homme du chronomètre, l'homme du temps, comme c'est dans Fort Boyard. Vous savez, il y a ça, il y en a un qui fait ça. On a encore 10 bonnes minutes devant nous, donc c'est bien encore. Et oui, ça passe vite. Alors, c'est vrai que nous sommes là pour libérer votre optimisme, pour tous les internautes de plus en plus nombreux qui nous regardent. Les clés
de Jean-Philippe Ackermann. Alors, j'ai noté également dans votre parcours que c'est vrai, vous adoptez un mental de champion, un moral de champion mental avec Greg Anquetil, double champion du monde de handball. Ça va parler à François qui lui aussi a managé des champions de très très haut niveau. Alors, les clés, quelques clés de Jean-Philippe Ackermann dans le cœur du sujet, comment libérer votre optimisme à votre signature, à votre façon, Jean-Philippe. Ouais, je pense que la première des choses je crois que pour tout, en fait, c'est de savoir qu'on vit qu'une fois. Je crois qu'il faudrait que chacun d'entre nous, on se reconnecte à ça. Et trop souvent, on a des réactions comme si on vivait indéfiniment. On prend des décisions comme si on vivait indéfiniment. Et en fait, on a ce temps qui est vraiment très, très, très court et puis on n'est que de passage. Moi, ce qui me motive dans la vie, c'est de me dire, j'ai pas envie de gâcher un seul jour de cette vie. Cette vie est fabuleuse, cette vie est fantastique. Même quand on a des galères, j'en ai connu, je vous ai raconté que quelques-unes parce que la vie a voulu me tester plusieurs fois. Chaque fois, je me dis, quand même, c'est fabuleux. Et donc, la première des choses, je crois, pour être optimiste, c'est de se dire, allez, je suis sur cette terre, c'est éphémère, comment je fais en sorte que ce soit le plus beau possible pour moi, mais aussi pour mon entourage, parce que moi, je connais des personnes qui gâchent la vie d'autres personnes. Et ça devrait être interdit de gâcher la vie d'autres personnes. Gâche-toi ta vie si tu as envie, mais pas la vie des autres. C'est quand même terrible. La première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est de décider. C'est de décider d'être optimiste. C'est vraiment une décision, quoi. Vous savez, c'est Alain, le philosophe du bonheur, qui nous dit le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. C'est une volonté d'être optimiste. L'optimisme, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui transforme les problèmes en solutions. C'est une vision de l'avenir. Ça veut dire j'ai confiance dans l'avenir. Quand tout à l'heure, François il nous dit j'ai échoué et puis je suis reparti. Et puis j'étais content de repartir. Pourquoi ? Parce qu'il a confiance en l'avenir. Il ne sait pas ce qui va se passer, mais il a confiance en l'avenir. C'est ça l'optimisme. Donc je dis que la première chose, je vais donner 3 clés. Il y en a tellement d'autres. La première, c'est de savoir qu'on vit qu'une fois. La deuxième, c'est de décider d'être optimiste. Et puis je dis que la troisième, c'est de s'émerveiller au quotidien. C'est de se dire qu'est-ce que l'homme fait de beau et pas de regarder ce qu'il fait de mauvais. Regarder la nature, regarder cette terre, regarder toutes les opportunités que nous offre ce moment, toutes les opportunités que nous offre la vie. Je crois que c'est vraiment pour moi les 3 clés principales. Savoir qu'on vit qu'une fois, faire le choix de l'optimisme et s'émerveiller de tout et de rien. Alors, c'est pour ça, Jean-Philippe, que vous avez créé, en 2 mots, on va en parler, de la plateforme Millésime. Explication. La plateforme Millésime, c'est quand il y a le confinement, moi, en 2 jours, je perds 100% de mon chiffre d'affaires. J'étais sur une très, 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 très belle année 2020. Je pense que j'aurais battu mes records de nombre de conférences. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de commandes. Et en 2 jours, tu sais, tout s'écroule, quoi. Tu prends le téléphone, monsieur, désolé, tu prends le téléphone, monsieur, désolé, etc. Tout s'écroule. Et donc là, j'ai téléphoné à mon associé et je lui ai dit, tu vois Thierry, maintenant on a 2 choix. Soit on ne fait rien, mais on sera mort. Soit au contraire, on est en action. Et vous le savez, François et Michel, c'est dans les périodes de crise que se font les plus belles réussites. Pourquoi ? Exactement. Parce qu'il y a 90% des gens qui sont arrêtés et il y a 10% des gens qui sont en action. Et moi, j'ai dit à mon associé, on va se mettre en action. Et donc, on a décidé de créer Millésime. Millésime, c'est quoi ? C'est une plateforme et on l'a appelée millésime.best. C'est-à-dire qu'on a choisi un suffixe best. On a pu choisir .com, .org, .net, .best parce qu'on s'est dit il faut que 2020 soit une des plus belles années qu'on vive malgré le Covid et malgré le confinement. Et on s'est dit on va créer une plateforme. Pourquoi faire ? Pour aider les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les indépendants à réfléchir, rebondir et réussir. Et aujourd'hui, cette plateforme, il y a 1500 abonnés, il y a plus de 100 vidéos, il y a, je crois, 40 articles, il y a 28 experts, dont François, et elle est entièrement gratuite, entièrement libre, c'est-à-dire qu'il faut mettre 0 €, 0 centimes pour pouvoir avoir des conseils de façon extraordinaire. C'est ça l'optimisme. L'optimisme, c'est quelqu'un qui va créer sans savoir où ça le mène. Excellente initiative. François Michelon, à votre tour de nous donner, allez, on va faire la même chose, comme depuis tout à l'heure, c'est un parallèle entre vous deux. 3 clés pour libérer notre optimisme à la signature François Michelon.
Là, Michel, encore une fois, vous nous mettez dans l'embarras parce que vous nous limitez. Alors, Mais oui. nous, on parle d'illimitation, vous nous limitez, Michel. Non, mais c'est le temps, c'est pas de ma faute. Oui, mais le temps n'existe pas, Michel, vous le savez. Allons. C'est Ah pas bon, vous bah, ça de va l'apprendre. alors. Alors, on continue. Moi, je dirais, la première des clés, c'est amusez-vous. Alors, oui, voilà, tiens, ça fait partie des clés. Amusez-vous. Est-ce que dans la vie, vous vous amusez? Le plus important, c'est de s'amuser, c'est un état d'esprit. Soit vous subissez votre vie, soit vous subissez le Covid, soit vous subissez la crise, ou soit au contraire, vous prenez de la hauteur et vous faites, comme a dit justement Jean-Philippe, allez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire pour rebondir? Et dans ce cas-là, vous ne subissez plus. Mais c'est pas mais, c'est et. C'est exactement comme le bouton. Vous savez, vous appuyez sur le bouton de la lumière. C'est exactement pareil. Ou vous restez dans l'obscurité, vous appuyez sur le bouton et vous avez la lumière. Donc, ne subissez plus. C'est très important. Soyez, une phrase un peu bateau, l'acteur de votre vie. Parce que c'est ça le plus important. Plutôt que d'être spectateur, soyez l'acteur. C'est-à-dire, bougez-vous, prenez la décision de dire « Ok, je bouge ». Parce qu'il y a une chose qui est très importante. Après, amusez-vous, c'est, j'allais vous dire, amusez-vous à regarder la part d'ombre qu'il y a, la part d'ombre, c'est-à-dire de densité, de peur, de doute, de remords que vous avez à l'intérieur de vous. Quand je dis à l'intérieur, c'est à l'intérieur de la tête. C'est la charge mentale. Et ça peut être considérable. Parce que si vous amusez à noter sur une échelle de 0 à 10 la part de doute, de peur, d'angoisse qui est en vous, eh bien, toute cette part-là ne sert à rien. C'est de la matière dense, inerte, qui vous empêche de rebondir. Parce que j'emploie le terme de rebondir, parce qu'un ballon, pour qu'il rebondisse, eh bien, il a besoin d'air. Il a besoin d'être léger. Si le ballon il est lourd, il est dégonflé, il n'y a plus d'air dedans. Vous comprenez également pourquoi je me suis amusé d'appeler les webinaires air, parce que l'air est nécessaire. L'élément, l'être humain est composé de l'élément air que vous retrouvez ici, au niveau de la poitrine. Si votre élément air il est insignifiant, vous n'avez pas d'imagination, vous n'avez pas de communication, vous n'avez rien. Et ça, c'est dramatique. Donc, amusez-vous. Pour s'amuser, il est nécessaire d'avoir un élément air, c'est-à-dire d'être rapide, joyeux, imaginatif. Tout ça, c'est nécessaire. Faites la part de tout ce qui ne vous sert à rien dans la tête et virez. Comme vous virez dans votre garde-robe, il arrive à un moment, vous virez parce que ça ne vous plaît plus, parce que c'est trop ancien, parce que ça ne vous va plus. C'est la même chose. Donc, pensez bien à ça. Et ça va vous permettre en même temps de conquérir de nouveaux territoires dans votre cerveau. Et à partir de là, de conquérir de nouveaux territoires sur l'extérieur. Ça, c'est à mon avis, indispensable. Donc, vous amuser, faire le point, dire, bon, allez, tout ça, ça ne me concerne plus, je n'en veux plus, et rebondissez. En rebondissant, vous allez voir que vous allez devenir beaucoup plus optimiste, parce que rebondir, ça veut dire s'adapter aussi. Ça veut dire aussi la motivation. Vous voyez que tout ça se tient. Je dirais, entre guillemets, choisissez votre camp. Soit vous faites partie du camp des « oh non, ça va pas, c'est trop dur, j'en peux plus, je peux pas, tatati, j'ai plus l'âge ». Enfin, on pourrait écrire un livre sur les justifications. Ou alors on dit « bon, allez, banco, on ne sait pas où on y va ». Comme a dit Jean-Philippe tout à l'heure avec son associé, allez hop, on y va, on verra bien. Et ça marche, la preuve. Ça marche très bien. Alors, vous m'avez mis vraiment sur un plateau d'argent, mon cher François, pratiquement pas ma conclusion, mais mes deux dernières phrases. Vous avez parlé de livres, et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir, c'est un webinaire de parallèle, 2 auteurs à succès. Le premier auteur, Jean-Philippe Ackermann, avec un livre interactif. Je crois en une semaine, plus de 3000 livres vendus, c'est du jamais vu, c'est François qui pourra le conforter. Et explication, quel est ce livre qui est vraiment défraie les très bonnes chroniques, mon cher Jean-Philippe. Alors ce livre, il s'appelle « Aussi fine soit la tranche, elle a toujours 2 faces ». C'est une expression asiatique qui veut dire que quel que soit l'événement, j'ai toujours la possibilité de la double lecture. Je peux regarder le négatif ou je peux regarder le positif, je peux regarder le problème, je peux regarder la solution, je peux regarder la menace, je peux regarder les opportunités, je peux être pessimiste, je peux être optimiste. Et surtout, ça m'appartient. Et j'aime bien, moi, souvent je travaille dans mes coachings ou dans mes conférences avec cette phrase d'Épithète aussi qui nous dit « ce ne sont pas les événements qui trouvent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font ». Ce qui veut dire que vraiment, on a le choix de la lecture. Et ce livre,
il est tiré de mon histoire personnelle, il est tiré de mes réussites, il est tiré de mes échecs, et je donne 10 clés d'optimisme, de bonheur pour être optimiste et heureux au quotidien. Et ce livre, effectivement, comme vous l'avez dit, Michel, il a 11 vidéos, c'est-à-dire qu'il est interactif. Je télécharge une appli et avec l'appli, je peux avoir 11 vidéos. Et l'avantage, c'est que ces 11 vidéos, je les change tous les trimestres. Ça veut dire que c'est un livre qui va vivre et qui va être dans le temps. Et le conseil de lecture que je donne à toutes les personnes qui l'ont acheté, c'est vrai, on est à près de 4000 maintenant ventes de ce livre. C'est véritable quelque chose, un succès, quelque chose d'extraordinaire. Dans la relecture, dans la réédition, j'ai mis un conseil de lecture. Le conseil que je donne, c'est de lire un chapitre par jour le matin avec une vidéo, de laisser un peu maturer et le soir de prendre un cahier, de me dire ce chapitre, qu'est-ce qu'il m'a apporté aujourd'hui et quelle décision je prends pour ma vie. Quelle décision je prends pour être heureux, quelle décision je prends pour être optimiste. Voilà, c'est ça ce livre, c'est tout simplement aussi fine soit la tranche, nous, elle a toujours de face, nous avons toujours le choix de la lecture. Et nous avons vu la couverture justement à l'image à l'instant. François Michelon, donc c'est à vous maintenant, également auteur à succès, Burnout, le vrai du faux, avec le docteur Ali Fjeji, urgentiste qui fait toutes les télévisions pour ses commentaires judicieux, et le docteur Delabo, chrononutrition, qui lui aussi a fait je crois 1 million d'exemplaires avec sa chrononutrition. Vous êtes ensemble, François Michelon, Burnout, le vrai du faux, explication. Allez, qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre qui est un grand succès aussi? On trouve du bon sens. On trouve du bon sens. Pourquoi j'ai été à l'initiative de ce livre? Parce qu'il y a, je sais pas, 20, 25 ans en arrière, j'ai dû subir un burn-out, ce qui ne s'appelait pas un burn-out à l'époque, mais je l'ai compris bien après et qui a déclenché en moi certaines autres choses. Donc, fort de cette expérience, fort du fait également que je m'occupe de pas mal de dirigeants, d'entrepreneurs ou de personnes qui sont en situation de charge mentale, d'épuisement, parce que c'est très compliqué aujourd'hui pour tout le monde et vous le savez, parce que j'ai fait des émissions avec le docteur Ali Fjeji, on avait des points communs, c'était intéressant, il est médecin du sport, médecin d'urgence, et puis parce que j'ai rencontré à un moment donné le docteur Alain Delabo, donc père de la chrononutrition, qui a vendu plus d'1 500 000 livres, et Dieu sait que c'est important, les 500 000, c'est pas… J'étais en dessous de la vérité, là. Oui, un peu, mais bon, je pense qu'il n'en voudra pas. Je l'ai sorti de son burn-out, comme il le dit très souvent, très fréquemment. Et lui également, il a une approche qui est intéressante par rapport à la nutrition pour dire si vous nourrissez d'une autre manière, vous pouvez éviter tout ce qui est épuisement parce que la nourriture est importante. Donc, on a mis en commun nos expériences qui sont diverses, on a mis en commun nos conseils, on a voulu faire un livre, je dirais, très synthétique pour expliquer, pour démystifier un peu le burn-out, parce qu'aujourd'hui, vous entendez peut-être des personnes qui ont 5-6 rendez-vous par jour, ça y est, je suis en burn-out. Non, c'est pas ça le burn-out, c'est complètement autre chose. C'est pour ça qu'on a appelé burn-out le vrai du faux. Et c'est un ouvrage qui nous permet aujourd'hui de rentrer dans les institutions, dans les sociétés, de faire des conférences, enfin, de faire auparavant des conférences dans les hôpitaux et les cliniques pour expliquer ce qu'est le burn-out. Et surtout, c'est le fruit d'une expérience parce que il ne sert à rien de se charger. Parce qu'au plus vous chargez comme un téléphone où vous mettez trop de choses dedans, à un moment donné, on va dire il faut éliminer, il faut mettre dans le cloud pour l'alléger. Mais moi, j'ai compris ça et c'est pour ça que j'ai mis en place ma méthodologie pour alléger les êtres humains et pour retrouver une intensité de vie, une énergie de vie qui vous permet d'avoir la bonne santé. Nous avons à l'antenne, à l'image, justement les deux livres à succès de nos auteurs. Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas de burn-out, mais j'ai un petit regret, c'est qu'on va être obligé de se quitter, messieurs. C'est vrai que le temps nous met déjà à partir. On a même débordé un tout petit peu, mais je crois qu'on pourra encore en parler pendant des heures. On va avoir tout à l'heure à l'antenne, dans quelques instants, j'allais dire les lignes directrices de chacun. On peut vous voir sur les sites, sur les pages Facebook. Alors, le mot de la fin, ça va être à François Michelon, avant de vous le passer, Jean-Philippe Ackermann, à notre invité exceptionnel. François Michelon, conclusion de ce webinaire un petit peu hors norme. Et je peux vous dire d'abord merci de m'avoir accordé votre temps pour qu'on fasse quelque chose ensemble. C'était vraiment que du bonheur et ça, c'est positif. Merci Michel d'avoir accepté d'ailleurs de jouer le jeu avec nous parce qu'on parle de jeu, on a joué. Le plus important, une des choses les plus importantes pour moi, c'est de transmettre parce qu'on a chacun, Jean-Philippe comme moi, un parcours de vie qui est intéressant et qui peut permettre à certains de gagner du temps, de gagner en efficacité.
Je terminerai également avec une citation de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je cite beaucoup, que j'emploie même comme référence. La citation, elle est: lorsque ton regard sur la vie est optimiste, tu élèves toutes les âmes autour de toi. Tu leur donnes espoir, foi et croyance en la vie. C'est absolument fabuleux, c'est la réalité, puisque, encore une fois, tout émane de nous et on rayonne ce que l'on est. Donc, partant de ce principe, je remercie Hélène Cady qui a écrit cela, et ça correspond tout à fait avec ce que je pense et ce que j'essaye de transmettre au quotidien en souhaitant alléger ceux qui le souhaitent. Jean-Philippe Ackermann, je vais vous donner le mot de la fin, de la conclusion de ce webinaire. Je voudrais juste en aparté faire un petit remerciement au groupe Apicide qui vont soutenir Damien Seguin, car on m'a pu passer ce son et je vais les informer que ce son est passé dans votre webinaire, parce que comme ça va optimiser la force de Damien Seguin, qui, j'en suis sûr, va faire son tour du monde en solitaire. Et s'ils veulent nous sponsoriser, avec grand plaisir, hein, je le dis ouvertement. J'ai rien dit. Jean-Philippe Ackermann. Ça, c'est François Michelon, un chef d'entreprise. Jean-Philippe. Moi, je voudrais… en fait, je ne vais pas être original, parce que je vais vous donner la 10e clé de mon livre, qui est remercier, remercier, remercier. Et pour être heureux, il faut savoir remercier, ce qu'on appelle la gratitude. Et vraiment, je voudrais remercier François de son invitation, remercier Bernard de la technique, vous remercier, vous Michel, de nous avoir interviewés, et puis remercier ce Covid qui fait qu'on est tous les 4 ensemble alors qu'on ne se connaissait pas. Et je voudrais dire aux personnes, si j'ai un conseil, excusez-moi le mot conseil, mais c'est vraiment de remercier les gens, de remercier tout le monde, de remercier la vie. Mais souvent, on remercie les gens que l'on aime, et moi, ou les bienfaits que l'on a. Moi, souvent, je conseille aux personnes que je coach de remercier aussi nos détracteurs, de remercier aussi les gens qui ne nous aiment pas, de remercier aussi les gens qui nous envoient des choses négatives, de remercier les événements difficiles, de remercier les échecs, parce que c'est comme ça que l'on grandit. Si on sait les analyser de façon positive, si on sait regarder le cadeau qu'il y a derrière, c'est comme ça que l'on grandit. J'ai eu, comme François, beaucoup d'échecs, beaucoup d'échecs. Chaque fois, j'ai remercié ces échecs, et chaque fois, ça m'a permis de rebondir encore plus haut. C'est ça la résilience. Et vraiment, tous les jours, dites-vous merci la vie, merci parce que c'est extraordinaire. Eh bien, moi, je vais suivre vos conseils, Jean-Philippe. Je vais vous remercier, François Michelon. Je vais vous remercier, Jean-Philippe Ackermann, et je vais remercier notre technicien de cœur, Monsieur Bernard Courtenay, qui est toujours avec son sourire, sa gentillesse, son talent, toujours à notre disposition. Et là, vous avez le cursus de chacun pour pouvoir les contacter. En tout cas, messieurs, je vais vous dire que, encore une fois, de vous avoir entendu et écouté, je ne veux faire qu'une chose dans ma vie de journaliste, c'est de rester optimiste. Salut, bye bye. Merci. Merci à tous.